Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Nous sommes ce soir avec M. Ngouda Falcane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ancien président de la CENTIF, auteur de plusieurs ouvrages, auteur du livre Criminalité économique et financière en Afrique et moyens de lutte, l'exemple du Sénégal. On va revenir sur des propositions que vous avez eu à faire liées à la bonne gouvernance de façon globale. Mais d'abord, arrêtons-nous sur les annonces du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui demande la publication des rapports des cours de contrôle de ces 5 dernières années, donc IGE, OFNAC et la Cour des comptes. Que pensez-vous de cette annonce? Quelle est la pertinence? Oui, allez-y. Voilà, je vous remercie, Chérif. Je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, féliciter les nouvelles autorités du Sénégal, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et Monsieur le Premier ministre, en tout cas pour le président pour son élection à la magistrature suprême. Et je les félicite, mais les encourage, parce que les défis sont nombreux. Absolument. La demande est extrêmement importante et les moyens ne sont pas aussi importants. C'est-à-dire le déphasage est important. Nous sommes dans un pays sous-développé. Voilà, cela dit, je crois que c'est une avancée en matière de transparence que de proposer, si vous voulez, une déclassification des rapports qui jusque-là étaient estampillés confidentiels. Et dans les dispositions législatives et réglementaires, les rapports, par exemple, de l'IGE étaient destinés à une catégorie de personnes, dont le président de la République. Alors, jusqu'à maintenant, le public n'avait pas la possibilité d'examiner ou en tout cas de voir les rapports de l'IGE. C'est différent du rapport de synthèse. Le rapport dont parle le président de la République, c'est le rapport élaboré par l'inspection générale d'État à la suite de sa mission. C'est quoi la différence? La différence, le rapport de synthèse, c'est un rapport d'activité. C'est les activités menées par le corps de contrôle au cours d'une année. C'est valable pour la Cour des comptes, c'est valable pour l'IGE. Maintenant, le rapport dont parle le président de la République, à mon sens, c'est, si vous voulez, le rapport issu de la vérification administrative et financière d'une structure ou d'une administration, en tout cas d'un ministère, ou un rapport d'enquête, qui jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, sont estampillés confidentiels, secrets. Qui est un rapport donc, qui est beaucoup plus exhaustif. Non, c'est le rapport d'inspection. Absolument. Ce rapport est destiné d'abord au président de la République. Parce que dans ce rapport, l'inspecteur général d'État, ou en tout cas le vérificateur, propose, fait des recommandations. Ces recommandations sont soumises à l'appréciation du président de la République. L'IGE étant, du point de vue de son ancrage juridique, sous l'autorité, si vous voulez, du président de la République. Donc le président apprécie et à la fin de son appréciation, si vous voulez, le rapport revient à l'inspection générale d'État et les recommandations deviennent des directives. Et l'annonce a fait les gros titres, vous avez vu les journaux de ce matin. C'est un signal de clarté, de bonne gouvernance selon vous? Oui, c'est une avancée. Si cela se réalise, c'est une avancée en termes de transparence. Cela permet, si vous voulez, aux citoyens de voir, d'avoir une idée exacte d'une inspection ou d'une enquête qui a été faite dans telle structure ou dans tel ministère. Et ça permet le contrôle citoyen. Et de la gestion tout simplement, puisque les confrères se sont amusés en faisant le parallèle avec le président de la République, Macky Sall, qui disait qu'il a mis le coude sur quelques dossiers. Là, on dit que le président Bassirou Diomaye Faye a levé le coude. C'est aussi une manière de dire que personne ne sera protégé par les corps de contrôle. Oui, mais je dis encore une fois que c'est une avancée extrêmement importante en matière de transparence. La publication des rapports des corps de contrôle
permet, j'ai eu à le dire dans mon ouvrage, permet, si vous voulez, un contrôle citoyen. Les citoyens vont voir ce qui se passe, hein, ou ce qui s'est passé. Hein. Est-ce que les recommandations, enfin pas les recommandations, mais les directives du président de la République ont été respectées? Est-ce que les deniers ont été utilisés à bon escient? Non, pas uniquement les deniers. Oui. Le rapport ne concerne pas uniquement un rapport d'une inspection générale d'État, mais il est multidimensionnel. Oui. Mais il y a des éléments financiers, il y a des éléments purement administratifs. Donc, il y a une appréciation globale sur le fonctionnement. Et dans le fonctionnement, il y a les éléments de gestion. Absolument. Vous voyez. Oui. L'autre annonce également, elle est relative à un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Que pensez-vous de cette proposition également? La proposition, elle est bonne. Oui. Mais j'appelle à la prudence également. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces lanceurs soient encadrés. Il ne faudrait pas qu'on est dans un département ministériel, dans une direction, dans une agence, hein, des lanceurs d'alerte qui agissent comme, si vous voulez, qui font de la délation. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu l'attaques. Je crois qu'il faut encadrer leur activité, je l'ai dit. Hein. Oui. En attendant le contenu de la loi, vous dites qu'il ne faut pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler une politisation. Hein, non, pas une politisation, c'est-à-dire une délation. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes au Sénégal. Hein. Oui. Tu peux être d'accord avec quelqu'un ou ne pas être d'accord avec quelqu'un et l'attaquer. Hein. Oui. Donc, il faut les encadrer. Oui. Et dans une bonne démarche, il faudrait également que le lanceur d'alerte, au niveau d'une structure, soit un élément qui n'est pas connu. Hein. Ah oui. Il faut qu'il soit... Parce que dans certains pays, ça se fait. Vous allez en France, vous prenez une banque comme la BNP, dans le département de sécurité financière, même celui qui s'occupe des déclarations de soupçons au niveau de Tracfin, mais n'est pas connu de tout le monde. Hein. Il est connu du directeur général et de certains responsables. Oui. Donc, il faut que le lanceur d'alerte, hein, pour le protéger, il faut qu'il soit anonyme. Qu'il soit anonyme. Oui. Qu'il soit anonyme. Mais il faut l'encadrer. Oui. Il ne faudrait pas pousser n'importe qui à dire n'importe quoi. Oui. Il ne faut pas que ça soit une affaire de règlement de compte. Non, il faudrait éviter ça. Des gens qui ne sont pas d'accord dans une direction et que l'autre décide de balancer. Oui. Je crois qu'il faudra nécessairement que les autorités réfléchissent sur l'encadrement des lanceurs d'alerte. Oui. On doit les protéger, je suis d'accord. Oui. Mais il faut qu'on les encadre aussi. Hein. Mais en même temps, ça incite aussi à la droiture. Je pense que c'est ça l'objectif initial. Moi, je l'ai dit, j'ai eu à faire une recommandation là-dessus. Mais j'ai mis le binôme encadrement et protection. Oui. Mais encadrement, il le faut. Il ne faut pas que les gens se mettent dans les structures et d'accordent du n'importe quoi. Vous savez, hein? Oui. Donc, mais il faut les protéger aussi. Absolument. Bon, également, la suggestion que je pourrais apporter aux autorités, c'est de faire de sorte que le lanceur d'alerte soit dans une structure, soit un élément anonyme. Anonyme. Donc, que ça se fasse dans l'anonymat. Oui, qu'il ne soit pas n'importe qui. Oui. Ça veut dire quoi, qu'il ne soit pas n'importe qui? Oui, c'est-à-dire qu'il soit quelqu'un qui est au fait du fonctionnement de la structure, ça c'est d'un, et qu'il ne soit pas connu de tout le monde. Oui. Ça lui permet de bien faire son travail. Très bien. Mais si vous prenez un lanceur d'alerte qui est connu de tout le monde avec ses amis à l'intérieur de la structure, mais on peut lui donner une information qui n'est pas bonne. Oui. Bon, après, ce qui est important, c'est l'alerte et non pas celui qui porte l'alerte. L'alerte, c'est quoi? C'est ça. C'est le contenu, c'est l'information que cette personne... L'alerte, c'est fournir de l'information. Absolument. Et c'est la véracité qu'il faudra vérifier. La bonne information. C'est ça. C'est-à-dire, il faudrait d'abord qu'il puisse, à son niveau, donner la bonne information. Et éviter le règlement de compte à l'intérieur. Oui. Parce que si tout le monde est lanceur d'alerte, je dis que c'est la catastrophe. Il ne faut pas que ça soit une république de la délation. Non, ça peut être, je dis. Oui. Le lanceur d'alerte, c'est important. Absolument. Mais il faut l'encadrer. Il ne faudrait pas qu'il puisse raconter du n'importe quoi. Très bien. Vous avez proposé la création d'une haute autorité
de la bonne gouvernance qui chaperonnerait toutes les structures qui interviennent dans la bonne gouvernance, IGE, CENTIF, OFNAC. Oui. Pourquoi cette proposition? Non, mais aujourd'hui, on nous parle de l'indépendance des structures de contrôle, oui, des organes de contrôle. C'est important. C'est important pour leur permettre de faire le travail de façon régulière, de façon normale, sans, si vous voulez, sans embâche, de façon efficiente. Je crois qu'il faut nécessairement changer leur ancrage juridique, sortir l'IGE de la présidence, sortir l'OFNAC également de la présidence, sortir la CENTIF du ministère de l'économie, du ministère des Finances, du budget et des finances. Oui. Donc cela est important. Et pour les mettre où? Les mettre au niveau d'une haute autorité de la bonne gouvernance. Oui. Oui. De la bonne gouvernance. Oui. Une haute autorité de la bonne gouvernance et lui donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir gérer ces structures et organismes. Très bien. Mais cela nécessite au préalable quelques petites réformes au niveau de l'OFNAC. Oui, justement, l'OFNAC, qui initialement a une mission d'enquête, a été renforcée. Les sanctions ont été renforcées à l'encontre des assujettis défaillants. Que pensez-vous de ces nouvelles prérogatives de l'OFNAC? Non, en termes de renforcement des prérogatives de l'OFNAC, j'ai eu à le défendre. Oui, la loi a été adoptée. La loi a été adoptée, mais tous les éléments de la loi ne sont pas, à mon avis, ne sont pas... Toutes les dispositions de la loi ne sont pas, à mon avis, pertinentes. Elle est encore faible, vous voulez dire? Non, pas faible. Oui. Il y a, à mon avis, quelques contradictions. Quelques contradictions qu'il convient de... Non, par exemple, comment l'OFNAC peut mettre... en garde à vue. Oui, oui, ça c'est très grave. C'est vrai. Les membres de l'OFNAC se voient attribuer le pouvoir de garde à vue de 48 heures renouvelable. L'OFNAC n'est pas un organe policier, encore moins un organe judiciaire. C'est un organe d'enquête administrative. Mais comment il peut faire la garde à vue? Ça, c'est des corrections qu'il faut apporter dans cette loi-là. Oui. Oui. Ensuite, j'ai vu... on a parlé dans cette loi... Le pouvoir de geler des fonds ou ressources détenues par des individus faisant l'objet d'indices de corruption ou de délits assimilés. Mais l'OFNAC ne peut faire qu'un gel administratif. C'est un organe administratif. C'est un organe administratif. Il peut geler pendant une durée, comme la CENTIF. Oui. Il peut geler, il peut bloquer les fonds pendant une durée. Mais l'ordonnance de blocage définitif des fonds, c'est les juridictions, c'est la justice. Absolument. L'OFNAC n'a pas pouvoir pour qualifier l'infraction. Oui. Ce n'est, encore une fois, je le répète, l'OFNAC n'est pas un organe policier. Il n'est pas également un organe judiciaire. Après, la loi a été adoptée, donc l'OFNAC est renforcé, mais pour vous... Mais il y a des erreurs qu'il faut corriger. Qu'il faut corriger cette loi. Oui, il faut corriger. Et ensuite, moi je propose qu'on soustrait la déclaration, l'examen et le suivi des déclarations de patrimoine, qu'on enlève ça de l'OFNAC, qu'on crée une commission nationale chargée de la gestion des déclarations de patrimoine. Mais ça ne va pas en faire beaucoup. Non. Il y aura une... D'agence et d'office par là. Non, ça n'a rien à voir. Contre... Ça n'a rien à voir. Ah bon? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans certains pays, ça existe. Il y a une commission qui examine les déclarations. C'est au niveau de la haute autorité dont je parle. Oui. Alors, ils vont examiner les déclarations de patrimoine et assurer le suivi. L'OFNAC va s'occuper, si vous voulez, de son enquête administrative. S'il y a maintenant des éléments qui sont constatés dans l'évolution du patrimoine de l'intéressé, mais il y a une passerelle entre la commission et l'OFNAC. Oui. On peut dire, attention, faites une enquête parce qu'il y a ceci. Oui. La commission n'est pas un organe d'enquête, c'est un organe d'examen. Très bien. C'est un organe d'examen. Il examine donc, voilà. Il faut corriger la nouvelle loi, en fait. Mais il faut corriger. Oui. Comment l'OFNAC peut faire une garde à vue? C'est très grave. C'est une erreur. C'est une erreur. J'ai entendu même un journaliste dire
il risque d'y avoir un conflit de compétences entre l'OFNAC et le parquet financier. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pour vous, pour lutter contre la corruption, vous êtes partisan de la sensibilisation. Pour vous, c'est 80% de sensibilisation et 20% de travail de bureau. Comment faudrait-il s'y prendre? Oui, mais vous savez, pour lutter contre un fléau de cette nature, il faut que les gens soient informés. Il faut former et informer les gens. C'est ça la sensibilisation. Et la sensibilisation prend un aspect extrêmement important dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Absolument. Alors, le travail de bureau, c'est les enquêtes. Parce que vous n'avez pas 50, 100 dossiers au niveau de l'OFNAC. Et vous n'en avez pas également au niveau de la CENTIF. Oui. Voilà. Oui. Donc, il faut sensibiliser et également... beaucoup communiquer avec la population. Communiquer. En même temps, Ngouda Falcane, des instruments pour inciter à la bonne gouvernance ont toujours existé. Oui. Au Sénégal, on peut citer le programme national de bonne gouvernance sous le président Abdou Diouf. On peut citer également la Commission nationale de lutte contre la corruption, aujourd'hui la CENTIF, l'OFNAC, mais aussi même l'ITE qui travaille d'une certaine manière pour la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Pourtant, la corruption est toujours présente. Le dernier rapport de Transparency International classe le Sénégal 43e. Pourquoi le mal est toujours là? Oui, parce qu'il y a une absence d'efficacité dans le dispositif de lutte contre la corruption. La bonne gouvernance sous Abdou Diouf, le programme national de bonne gouvernance n'a rien donné. Abdoulaye Wade a hérité de ce grand projet, ça n'a rien donné. Oui. Absolument rien du tout. Oui. Les Canadiens qui devaient même financer le programme n'étaient pas très disposés à le faire. Oui. Hein? Alors, je disais à quelqu'un, il y a eu une réunion sur le président Abdoulaye Wade lui-même qui présidait la réunion Oui. concernant l'activité de bonne gouvernance. Oui. Donc, il y a, si vous voulez, le président Abdoulaye Wade qui revendique la création du mot concussion, la lutte contre la corruption et la concussion. Non, la concussion, c'est pas lui, c'est un terme juridique. Oui. Hein? Mais en tout cas, qu'il a ajouté. Non, il l'a ajouté, oui. et c'est pertinent. Absolument. Mais malheureusement, la LCC n'était pas pertinente. Elle n'avait pas les moyens de travailler. Oui. Parce que les gens travaillaient de façon bénévole. Il n'y avait pas de personnel, il n'y avait rien. Et donc, tous les régimes ont échoué sur la lutte contre la corruption. Non, tous les régimes ont échoué. Bon, jusqu'à présent, en tout cas, il y a des failles. Le dispositif n'est pas pertinent. Même avec l'OFNAC, le dispositif de lutte contre la corruption n'est pas pertinent. Le renforcement de la loi. Non, tout ça, le renforcement c'est pour pas lutter efficacement contre la corruption dans ce pays, oui. en dehors de la sensibilisation qui est extrêmement importante, mais il faut aujourd'hui dégager des procédures de poursuite, le ministère public, Oui. le parquet. Tant que le parquet est directeur de poursuite et a une appréciation sur la destination des rapports de l'OFNAC, on n'ira nulle part. Alors, assainir le secteur financier est d'autant plus important que le Sénégal, vous le savez, est toujours dans la liste grise du groupe d'action financière. Le GAFI, l'objectif c'était d'en sortir dans ce semestre de cette année, mais au vu de la situation, est-ce que vous pensez que cet objectif est atteignable? Ça va être difficile. Hein? Oui, ça va être difficile, mais je crois que, moi je crois que les nouvelles autorités sont conscientes de la nécessité de lutter contre la criminalité économique et financière. Pas uniquement... elles sont conscientes de ça et que des efforts seront faits pour sortir le Sénégal de la liste grise. Oui. D'ailleurs, le Sénégal n'aurait jamais dû entrer dans cette liste-là. Ah oui. Oui, ça, je crois que c'est une négligence. C'est une négligence coupable, à la limite. La faute à qui? Mais aux autorités sortantes. Tout n'est pas la faute des autorités sortantes. Non, c'est-à-dire... autorité, je ne parle pas de... Oui, mais c'était parce que c'est la petite musique qu'on entend quand même. Hein. Non. Nous sommes rentrés dans la liste grise à quelle période? Tout à fait, oui. Durant oui, cette mais il y avait des corrections à faire. Oui.
Il y avait des corrections à faire, aussi bien au niveau du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, que sur le dispositif de lutte contre la corruption. L'objectif du semestre 2024 va être est compromis. Ouais. Non, ça je ne saurais le dire, parce que j'ignore l'état d'avancement, en tout cas des réformes qu'il propose. Oui, très bien. Et c'est important, hein, puisque les banques correspondantes se détournent des pays qui sont dans ces listes grises, et malheureusement le Sénégal y figure toujours, et parce que ces banques correspondantes ne veulent pas traiter avec un pays qui a un secteur financier plus ou moins opaque, ou en tout cas qui a des difficultés liées à des questions de blanchiment. Mais pas uniquement les banques correspondantes. Pas uniquement. Pas uniquement, hein, parce que cette situation, heureusement qu'on n'est pas encore dans la zone noire. Oui. Mais cette situation quand même peut ralentir le financement international du pays. Hein. Absolument. On va en parler parce que j'ai une question sur l'économie du pays, mais le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest et la BAD a lancé aujourd'hui le projet de renforcement des capacités dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États en transition de l'Afrique de l'Ouest. C'est un phénomène international. Comment nos États peuvent-ils se prémunir de la mondialisation du crime ? Mais écoutez, en 2009, j'ai eu à organiser à Dakar un forum international sur la riposte de l'Afrique face à la mondialisation du crime. Et il y avait de grands criminologues comme M. Alain Bauer, Xavier Roffer qui était là à Dakar. Absolument, le français. Un très grand forum, et j'envisage également de le remettre à travers l'ONG que je préside. Absolument. Alors, la sensibilisation, elle est importante. Elle est importante en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption qui est une infraction de base également du blanchiment. Oui. Mais le contenu, il faut quand même que le contenu soit pertinent aussi. Hein? Le contenu des ateliers, de la formation, il faut que ça soit pertinent. Il ne faut pas passer plus de 20 ans à nous parler de la même chose. Oui. Donc là, c'est vraiment le moment de rectifier beaucoup de choses, parce que, disons-le clairement, toute réforme est douloureuse. Et il faut que ce régime aille plus loin. Est-ce que vous allez dans ce sens-là? Moi, ce que j'attends du GIABA d'abord. Oui. Mais que le GIABA fasse des évaluations pertinentes des pays, de leurs dispositifs législatifs et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment. Oui. Il faut durcir encore. Il faut faire il faut qu'il fasse l'évaluation. C'est le rôle. Le rôle du GIABA, c'est cela. C'est un organisme assimilé Gafi. Oui. Type Gafi. Hein? Et le Gafi, ce qu'il fait. Hein? Donc, et que les pays prennent en main la sensibilisation et la formation de leurs acteurs dans ce domaine. C'est extrêmement important. Absolument. Si le GIABA peut financer, il finance. Oui. Mais que le GIABA s'oriente vers vraiment une évaluation pertinente des législations nationales. Je crois que ça permet aux États de voir leurs failles. Oui. Mais le GIABA ne peut pas passer tout son temps à organiser des ateliers. Oui. Son rôle, c'est de faire des évaluations pertinentes. Oui. Alors, Goudefal Kane, vous l'avez dit en propos liminaires, par rapport à l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye, les attentes sont nombreuses, notamment les urgences économiques et sociales, et en même temps, les possibilités sont limitées. Comment gérer les priorités, selon vous? Et quelles sont-elles, d'ailleurs, ces priorités, selon vous? De votre point de vue. Vous savez, comme je l'ai dit, c'est un pays sous-développé. Oui. Un pays sous-développé se caractérise par un déphasage permanent entre, si vous voulez, ses charges et également ses moyens. Il y a un déphasage permanent. Et aujourd'hui, la demande sociale est très forte. Absolument. Alors, il faut que l'État travaille, les autorités travaillent sur la priorisation
des charges, voire élaborer un chronogramme de priorité, ce qu'il faut faire rapidement, ce qui demande du temps également. Oui, pour pouvoir faire le... Mais on ne peut pas régler tout en même temps. Oui, ah bah oui, c'est pas possible. On ne peut pas régler tout en même temps et on ne peut pas régler tout en un an. Oui. Ah bon? Ah mais oui. En un an Mais non, nous sommes dans... Mais écoutez... Faut pas s'attendre à s'attendre à une baisse des prix demain. Non, 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 ça c'est autre chose. Oui. C'est important, c'est autre chose. Non, les populations attendent en tout cas des gestes sur le plan social. Non, c'est pourquoi je vous dis, il y a des urgences. Il faut dégager l'ordre de priorité au niveau de la demande sociale. Et dans cet ordre de priorité, il y a, par exemple, la baisse des prix. La baisse des prix. Oui. Et à ce niveau, je crois qu'il est important. Important que les autorités publiques qu'ils puissent discuter de façon permanente et urgente avec le secteur privé et les commerçants. C'est important. C'est extrêmement important qu'il y ait un dialogue entre autorités publiques et le secteur privé. Je crois que ça a commencé. Ça a commencé tout à fait. Donc, à ce niveau, comme je dis, il y a des priorités à dégager. La première priorité, c'est le coût de la vie. C'est le coût de la vie. C'est très cher, il y a des difficultés. Vous allez dans certaines zones, les gens ne mangent pas. Les disponibilités sont limitées et les recettes attendues, notamment dans le secteur de l'hydrocarbure, ne seront pas au rendez-vous dans l'immédiat. Vous avez vu qu'il y a une délégation sénégalaise qui est actuellement au niveau à New York, composée du ministre du Plan et de la Coopération et de l'Économie et du ministre des Finances et du Budget également, qui rencontre le FMI et la Banque mondiale dans le cadre de la réunion du printemps. Et il paraîtrait qu'il faudra revoir le budget 2024. Tout cela, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour un début de quinquennat. Non, bon, écoutez, vous savez, la gestion budgétaire et financière repose sur une démarche stratégique. Tout à fait. Et la stratégie nécessite des correctifs. Quand il y a une nécessité de corriger certains actes budgétaire ou financier, il faut le faire. Absolument. Je crois que c'est prévu même par la loi. Vous savez, la loi de finances rectificative dont on parle, qu'on appelle dans d'autres trucs un collectif budgétaire, elle peut augmenter comme diminuer le budget. Tout à fait. Elle n'est pas faite tout simplement pour augmenter les crédits budgétaires. Elle peut également diminuer quand il y a une surévaluation du cadre budgétaire, du document budgétaire. Ça, je crois qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Si vraiment les contraintes de gestion reposent sur une réduction du programme budgétaire, moi, je crois qu'il n'y a pas de souci. Il y a les moyens pour le faire. Très bien. Bon, mais ce qu'il faut aussi que les gens sachent, c'est que tous les problèmes des Sénégalais ne peuvent pas être réglés tout de suite. Du jour au lendemain. Ah oui, c'est pas facile. Il faudra encore patienter. Maintenant, il y a des priorités sur lesquelles il faut que l'État agisse rapidement. C'est le coût de la vie. Merci beaucoup, Ngouda Falcane. Je vous remercie, Chérif. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était Soir d'Info, la suite. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.